Ça y est, c'est lancé? Oui. Bon, alors, pendant que le reste du monde est occupé à s'entretuer ou à gagner de l'argent, nous, nous nous occupons d'élever le niveau culturel de l'humanité. Bon. Alors, le, l'application que nous développons, Intellect, est une application de curation collaborative des données ou de curation collaborative des contenus ou des ressources que l'on trouve sur le web. Bon. Je voudrais pour commencer vous donner quelques exemples de pratiques de curation collaborative des données euh, pour, euh, vous, pour vous suggérer le genre d'utilisateur que nous allons avoir. D'accord, oui. Hein, parce que ça, c'est quand même important. Donc, la liste, bon là, j'ai en face de moi une liste de 6 genres d'utilisateurs. Euh, mais évidemment, ce n'est pas une liste close, ce sont des exemples. D'accord. Alors, premier exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler le domaine du patrimoine, ou comme on dit au Canada, du heritage. Alors, il s'agit des archives, des bibliothèques, des médiathèques, des musées, de tous ceux qui enregistrent une mémoire sociale ou une mémoire collective à long terme, de génération en génération. Donc ce n'est pas pour l'actualité, c'est pour... Éventuellement, ça peut être pour témoigner d'une actualité à un moment donné, mais c'est quelque chose qui doit rester. Un musée, il enregistre, voilà, il enregistre l'histoire. Et une bibliothèque, bon, en particulier les bibliothèques nationales, un de leurs rôles, euh, c'est d'accumuler des archives historiques. Qu'est-ce qui se publie dans le pays, et de telle sorte qu'on puisse le retrouver ensuite, faire des études dessus, etc. Bon. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'une mission d'enregistrement, il s'agit aussi d'une mission de euh, donner accès à cette mémoire et continuer à la rendre vivante. Les musées veulent que les gens visitent les musées. Les bibliothèques veulent que les gens lisent les livres. Les archives, en principe, devraient vouloir qu'il y ait des chercheurs en histoire qui utilisent leurs données, etc. Bon, donc il s'agit de rendre cette mémoire vivante. Alors, aujourd'hui, on a ce processus très bien documenté de numérisation de toutes les archives, bibliothèques, musées, etc. Et on se retrouve avec d'immenses collections de données qui sont de plus en plus open source et à la disposition du public. Ces données sont ou très peu catégorisées, très peu organisées, ou organisées selon les normes et les langages documentaires des musées ou des bibliothèques ou des archives en question. Alors bien entendu, ce sont des systèmes documentaires qui sont hétérogènes, voilà. Puisque on va tout publier en ligne, eh bien, il est impossible de naviguer à l'intérieur de ces collections de données ouvertes d'une façon vraiment intéressante. Et je dirais même à l'intérieur d'une collection, par exemple, euh, publiée par un seul musée ou par une seule bibliothèque. C'est très difficile. Hein. Bon. Donc il y a un mouvement à l'heure actuelle qui se dessine pour ouvrir au grand public, finalement pour crowdsourcer la catégorisation et l'organisation de ces données des musées et des bibliothèques. Donc ça, c'est un premier domaine dans lequel je crois qu'il y a beaucoup d'avenir dans la curation collaborative de données. Parce que bon, de toute façon, il y a déjà un problème, disons, très très pratique, c'est que les musées et les bibliothèques n'ont pas le personnel pour faire tout ce travail à la main, donc ils sont obligés de crowdsourcer. Bon, bien sûr, on peut s'aider d'algorithmes, mais les algorithmes, il faut les entraîner, etc., etc. Donc on a toujours besoin de gens, d'accord.
Donc, bon, ça c'est une pratique qui a déjà commencé et que personnellement, je voudrais que nous favorisions. Voilà. Parce que si ce sont les gens eux-mêmes qui catégorisent toutes ces données, eh ben, elles vont être catégorisées du point de vue des gens eux-mêmes et non forcément du point de vue d'un petit groupe de professionnels qui obéit à des règles très particulières, etc. Voilà, alors ça c'est déjà Bon, il faut dire aussi que dans ce domaine de la préservation et de la mise à disposition des patrimoines, c'est là que l'on trouve les meilleurs professionnels dans la curation de données. Je veux dire, ce sont des gens au départ qui ont été formés pour faire ça, d'accord? Donc, qui savent ce que sont des métadonnées, qui savent ce que c'est qu'un système de catégorisation, qui savent comment, voilà, qui savent ce que c'est qu'un catalogue, un index, etc. Hein, ce sont des professionnels, d'accord? Simplement, on va ouvrir ces compétences à plein d'autres gens. Voilà. Alors, deuxième type d'utilisateur, c'est la recherche en sciences humaines et en sciences sociales, ou ce qu'on appelle plus couramment les Digital Humanities. Donc, que font les chercheurs en Digital Humanities? Ils éditent finalement les collections des musées, des bibliothèques, etc. D'accord. Ils construisent eux aussi des collections de données et puis ils les analysent et ils les commentent. Donc la grande différence, c'est que avec, disons, la bibliothéconomie classique, c'est qu'ils ne se contentent pas d'éditer, de catégoriser, d'organiser, etc. Ils analysent et en principe, ils produisent de nouvelles connaissances à partir de l'analyse des données. Alors ça peut être aussi bien en histoire, en géographie, en sociologie, en économie, etc. Donc de plus en plus, les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales utilisent non seulement les archives, les statistiques, etc., mais ils utilisent les données brutes qui sont produites par exemple, les médias sociaux. Pour regarder les interactions entre les gens, pour mesurer, bon, c'est très à la mode en ce moment, les sentiments des gens en fonction des lieux, en fonction des événements, en fonction des tendances économiques, même en fonction du climat, du temps qu'il fait, etc. Bon. Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, il y a une immense quantité de données qui sont produites par les gens qui interagissent sur l'Internet. Et comme vous le savez, on a dépassé, ping, ça y est, aujourd'hui, les 50% de gens connectés sur la planète. Donc, de plus en plus, l'Internet va être la source numéro un pour la connaissance de cet objet qu'est l'humanité. D'accord. Alors, vous avez des équipes. Alors, vu la manière, disons, les habitudes en sciences humaines et en sciences sociales, on publie des articles ou on publie des livres, d'accord. Il n'y a pas une ancienne tradition de publier des collections de données, de publier des outils d'analyse de données, de publier des résultats d'analyse de données sur les collections, etc., etc. C'est-à-dire qu'un papier imprimé, ce n'est pas une collection d'outils algorithmiques et de ressources sur lesquelles on va faire. Donc, il y a toute une mutation qui est à l'œuvre en ce moment dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales, et qui consiste à changer le genre de tu vois, faire évoluer le genre publication. Donc, on publie de moins en moins un papier, on publie de plus en plus des collections de données et des outils pour analyser ces données. Et après, on dit, voilà, voilà le résultat. Nous avons appliqué ces outils à ces collections de données. Voici les résultats en fonction de nos hypothèses. Voilà les conclusions que nous pouvons tirer. D'accord. Et pourquoi? Parce que, comme dans les sciences naturelles, eh ben, on essaye de faire en sorte que les résultats soient reproductibles. Donc si tu as la même collection de données, que tu appliques le même algorithme, que tu as le même résultat, c'est reproductible. D'accord. Bon. Et je ne sais pas si vous savez combien il y a d'universités sur la planète, et la moitié des universités, c'est sciences humaines et sciences sociales. Ça fait beaucoup. D'accord. Et tout le monde est obligé de publier.
publish or perish. Donc ça, voilà. Maintenant, il y a un troisième domaine d'utilisation pour la... Alors, vous voyez qu'il s'agit de curation collaborative des données. Ça revient à ça. Hein. Oui. Alors, troisième domaine d'utilisation, c'est tout simplement l'éducation. D'accord ? Alors, bon, on a vu récemment, bien que les idées à la base de ce mouvement soient extrêmement anciennes, on a vu récemment le développement extraordinaire des MOOC. Donc c'est Massive Open Online Classes. Voilà. Et je dirais que le processus d'apprentissage collaboratif qui utilise la curation de données s'est même développé avant les MOOC. D'accord ? Donc il s'agit pour l'enseignant ou disons l'animateur d'un groupe qui fait de l'apprentissage collaboratif de mettre à la disposition des membres de la classe un ensemble de ressources d'apprentissage. Donc c'est une collection de données. Ensuite, les membres de la classe sont appelés à construire leur propre collection en utilisant correctement les concepts qu'ils ont appris. Et dans cette collection, il doit y avoir entre autres des ressources qu'ils ont. C'est-à-dire, leur rôle n'est pas seulement de catégoriser, d'organiser eux-mêmes des ressources, mais même de créer des ressources. Par exemple, des entrées de blog où ils vont faire des synthèses ou des petits travaux, etc. Donc ils vont produire quelque chose. Ce sont les devoirs réalisés par les élèves de la classe, pour parler en termes anciens. Donc au fond, les classes des MOOC, c'est des unités de collaboration, de curation collaborative des données. D'accord ? Un autre domaine dans lequel la curation collaborative de données est une activité essentielle, c'est ce qu'on appelle le knowledge management, donc la gestion des connaissances dans les entreprises. En gros, il s'agit pour des équipes de travail, d'identifier leurs compétences pratiques, leur savoir-faire, les connaissances qui les rendent vraiment efficaces, puis d'expliciter ces connaissances ou ces compétences et éventuellement de créer des ressources pour que les gens puissent les acquérir. Ou bien, par exemple, vous fabriquez un système expert, vous fabriquez un logiciel, etc., pour aider les novices à atteindre le niveau de compétence des experts, etc. Bon. Ou bien, si on fait de l'innovation et qu'on travaille dans un domaine complètement nouveau, on documente en quelque sorte la connaissance qu'on a acquise en pratiquant, en travaillant dans ce nouveau domaine. Vous voyez. Donc le knowledge management, ça consiste à mettre à la disposition d'une collectivité de travail les compétences et les savoir-faire qui sont implicites et qui sont distribués dans cette équipe. Donc ces connaissances et ces compétences implicites, on essaye de les expliciter, d'accord, sous la forme d'une collection de ressources, de telle sorte que cette collection de ressources puisse servir à ceux qui vont venir après, quand les experts vont partir à la retraite, à d'autres membres de la même compagnie ou de la même organisation ou du même ministère, si on est dans un domaine public, etc., etc. Donc, enregistrement et suivi et maintien de la base de connaissances qui fait fonctionner les équipes de travail, d'accord, et l'organisation en général. Ça, c'est la gestion des connaissances, le knowledge management. Un autre domaine, c'est celui du journalisme de données. Alors, les journalistes, de plus en plus, plutôt que... ça ne veut pas dire qu'un journaliste ne peut pas aller faire une interview de quelqu'un ou descendre dans la rue ou voir ce qui se passe ou être sur le terrain. Bien entendu, c'est une partie qui est toujours indispensable. Mais il a de plus en plus à sa disposition des données
qui ont été produites par les gouvernements, donc toutes les données ouvertes des gouvernements, à tous les niveaux de gouvernement, municipalités, provinces, États, je ne sais pas moi, Organisation panaméricaine de la santé, ONU, UNESCO, enfin tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là produisent des quantités énormes de données. Les journalistes peuvent aussi, même s'ils ne le disent pas vraiment, mais enfin ils peuvent hacker différentes bases de données et récupérer des données. D'accord, ça s'est fait récemment. Et ils peuvent constituer des équipes pour non seulement récupérer ces données, mais aussi pour les analyser. Parce que souvent, ce sont des choses énormes. Alors donc, au fond, il y a une nouvelle forme de publication de news ou une nouvelle forme de journalisme qui consiste à mettre à la disposition du public des collections de ressources organisées, etc., et qui viennent évidemment à l'appui de un certain narrative ou qui viennent illustrer des faits qui sont d'actualité, etc., etc. Bon. Alors ça, c'est en plein développement. Et puis finalement, je voudrais évoquer un dernier type d'utilisation de la curation collaborative de données. C'est ce qu'on appelle le Open Source Intelligence. Donc, intelligence, c'est pas... Il y en a qui sont plus malins que d'autres. Intelligence, là, c'est au sens américain, c'est renseignement. D'accord ? Donc, le domaine de l'intelligence est très, très vaste. Il y a ce qu'on appelle en français la veille. D'accord ? Essayer de suivre qu'est-ce qui se passe dans un certain secteur d'activité, sentir les nouvelles tendances, sentir les évolutions, pas seulement les nouvelles tendances, mais aussi quelles sont les choses qui disparaissent, etc. Tu vois ? Évidemment, ça se fait beaucoup dans le business, bien sûr. Et ça peut se trouver en amont de beaucoup de campagnes de marketing, parce que si tu ne connais pas les tendances, si tu ne suis pas un domaine, etc., bon, bah, ton marketing va être... voilà. C'est aussi ce qu'on appelle le business intelligence, d'accord ? Comprendre ce que font les concurrents. C'est de l'espionnage industriel, si vous voulez, mais bon, on n'utilise que des données ouvertes, d'accord ? Des données qui sont disponibles par tout le monde. Sauf que comme la plupart du temps, les gens ne passent pas leur temps à ramasser toutes les données sur un sujet, à les analyser, à essayer de comprendre, hein, donc en général, personne ne voit rien. Donc les gens qui travaillent dans le business intelligence, ils font ce travail et ils voient des choses que les autres ne voient pas. Vous voyez le rapport avec le data journalisme, vous voyez le rapport avec le knowledge management, vous voyez le rapport avec la recherche en sciences humaines, tout ça est très étroitement interconnecté en réalité, d'accord ? Mais c'est juste, on prend des points de vue professionnels un petit peu différents. Bon, maintenant, dans la intelligence, vous avez l'immense catégorie de la diplomatie, la géopolitique, et bien sûr l'intelligence en termes de sécurité, en termes militaires. Alors, vous seriez très surpris de savoir le nombre de think tanks et d'équipes de consultants qui travaillent dans tout ce domaine de l'intelligence, que ce soit business, militaire, sécurité en général, géopolitique et tout, et qui produisent des données ou des rapports ou des résultats qui sont absolument non classified et qui sont disponibles par tout le monde. D'accord ? Bien entendu, là-dedans, il y a une part de désinformation, évidemment, d'accord ? Mais il y a une grosse part d'information aussi. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de gens qui font de l'open source intelligence, c'est-à-dire qui produisent des rapports ou finalement des conseils à des décideurs à partir de données qui ne sont pas classified et qui peuvent se trouver, voilà, comme ça, sur le web. D'accord ? Vu l'immense quantité de données qui se trouvent sur le web, en général, bon, ceux-là sont quasiment plus efficaces que ceux qui ont accès aux données classified, parce que ceux qui ont accès aux données classified, ils ont tendance à se limiter aux données classified, et donc à ne pas mettre toutes ces choses-là en contexte.
Alors, ça fait beaucoup de monde qui utilise la curation collaborative de données. Alors maintenant, je ne vais pas longuement épiloguer sur les problèmes de la curation de données aujourd'hui. Bon, on n'a pas de système de tag universel, ou de système de catégorisation universel. Les gens utilisent généralement ce qu'on appelle des folksonomies, c'est-à-dire ils se font leur système de catégories. Les catégories sont identifiées généralement tout simplement par des chaînes de caractères, donc pas de traduction entre les langues, pas de relation entre les choses, etc. Ou bien vous avez des systèmes assez rigides, fabriqués par des spécialistes de library science ou de information science, avec des thésaurus, c'est-à-dire des systèmes de concepts organisés avec un ensemble de synonymes. Alors ces thésaurus, ils existent par domaine, etc. Ils ne sont jamais universels. Ou bien vous avez ce qu'on appelle des ontologies en informatique. C'est ce qui est utilisé par le web soi-disant sémantique, et qui sont des systèmes de relations rigides entre concepts, en général exprimés en anglais. Voilà. Et pour le même domaine, vous avez en général plusieurs ontologies possibles suivant les experts que vous avez interrogés. Et c'est très difficile de fabriquer l'interopérabilité entre ces différentes ontologies, et vous devez le faire à la main. Voilà. Donc, le problème numéro un de la curation collaborative de données aujourd'hui, enfin je veux dire, il y en a deux en fait, c'est ou bien un certain chaos, ou bien dans le cas où c'est organisé de façon rigoureuse, une localité sans interopérabilité. D'accord ? Ça marche que localement. Alors, il s'agit de remédier à ces deux problèmes et en même temps d'ouvrir à un ensemble de personnes qui ont les compétences nécessaires ou qui peuvent les acquérir facilement. C'est-à-dire, là, je parle des gens qui, généralement, pourront avoir, disons, une éducation universitaire, qui savent déjà la différence entre des données et des métadonnées, qui comprennent ce que ça veut dire catégoriser une collection, etc., etc., bien sûr. Donc, on ne s'adresse pas au grand public, on s'adresse à la petite frange des gens qui pratiquent la curation collaborative de données déjà et qui en voient les limites. D'accord ? Alors, le nombre d'outils sur le web disponibles pour faire de la curation de données et qui ont les défauts dont je viens de vous parler, c'est-à-dire ou bien un ordre local, ou bien avec absence d'interopérabilité, ou bien une espèce de chaos statistique, ce qu'on appelle les folksonomies, d'accord ? Ça marche, puisqu'il y a plein de gens qui s'en servent, d'accord ? Mais c'est pas parce que ça marche maintenant que ça ne peut pas marcher mieux. Hein. Alors, vous avez, déjà, il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitter comme ça. Hein, le système de catégorisation étant les hashtags. Il y a beaucoup de... Alors, vous avez tous l'immense catégorie de ce qu'on appelle les sites de social bookmarking, dont le premier a été Delicious. C'est-à-dire, vous enregistrez des sites web et vous les taguez. D'accord ? Et après, vous faites des recherches dans votre collection par tag. Et on vous fait visualiser le nombre de tags, enfin les tags que vous utilisez le plus, pour chaque donnée, quels sont les tags utilisés, etc. Et vous pouvez interroger l'ensemble de la plateforme par tag. D'accord ? Donc, ça a été catégorisé par les utilisateurs, en fait. Alors, vous avez, plein d'outils comme ça. Vous avez, par exemple, un qui est pas mal utilisé par les enseignants, notamment, c'est un qui s'appelle Diigo. Alors moi j'ai beaucoup expérimenté Scoopit, qui est plus utilisé par les gens qui font du content curation
à des fins de marketing, mais il y a pas mal de fonctions dans ces outils-là. Et puis, n'oublions pas qu'une très grande partie des médias sociaux les plus populaires, genre Instagram ou Pinterest, font tout simplement de la curation collaborative de données. D'accord ? Pinterest, vous faites des collections de données, vous leur donnez des noms, tout le monde peut piquer ce qu'il y a dans la collection des autres, etc. Bon, Instagram, vous faites des collections de photos, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en fait, comme je le dis, beaucoup de gens font de la curation de données sans le savoir. D'accord. Ou sans être capable d'en retirer toutes les informations. C'est-à-dire qu'ils font ce travail de curation de données et toute l'information est extraite par les plateformes de médias sociaux, bon, à des fins de marketing en réalité, à des fins de organiser la publicité, etc. Bon. Donc moi, ce que je veux, c'est retourner aux gens l'input qu'ils donnent, l'information qu'ils créent en fabriquant toutes ces collections de données. Alors, comment faire ça ? Bon. Donc, ce que nous avons à notre disposition, c'est un thésaurus de concepts. Ces concepts sont très richement interconnectés. D'accord ? Ils sont maximalement calculables, puisqu'ils sont créés à partir de 6 primitives et de 2 opérations, donc multiplication et addition. Ils sont organisés en paradigmes, c'est-à-dire en gros en espèce de grand domaine conceptuel. Et ils ont, enfin chaque élément de ce thésaurus de concepts entretient avec les autres éléments un très grand nombre de relations. Et ces relations sont identifiées. D'accord. Et en plus, pour chacun de ces concepts élémentaires, on a une liste de synonymes. Et cette liste de synonymes, elle est appropriable par les utilisateurs. À partir de ce thésaurus, le fameux dictionnaire d'IEML, on va pouvoir crowdsourcer une bibliothèque de tags. Alors, le tag, c'est l'outil du curateur. C'est un outil algorithmique. C'est-à-dire, c'est du programme. Okay ? Alors, il y a une partie qui est l'USL qui fait de l'analyse automatique et de la visualisation automatique des données. C'est-à-dire que tous les tags qui servent à catégoriser une collection de données se mettent ensemble, d'accord, comme des petites fourmis, et puis ils visualisent les données, ils les analysent, etc. D'accord ? Et puis il y a une autre partie qui est la partie, donc ça c'est la partie comme la partie signifiante du tag, et la partie signifiée, c'est tous les mots-clés ou tous les synonymes ou éventuellement tous les icônes, etc. Donc c'est toute la face tournée vers les langages naturels et tournée vers l'utilisateur. Donc cette partie-là va faire du tagging automatique dans un sens et dans l'autre sens éventuellement, donc Louis va peut-être travailler là-dessus, de la traduction automatique. C'est pouvoir s'adresser aux gens. Voilà. Donc vous voyez un tag, c'est une espèce de robot à deux faces, d'accord ? Un petit robot qui va analyser et visualiser les données, et un petit robot qui va identifier les données et informer l'utilisateur sur cette identification des données. D'accord ? Alors, maintenant, si on regarde un petit peu la structure de ces tags, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, surtout beaucoup de gens ici sont pas mal au courant de la structure du langage IEML, mais pour l'utilisateur qui n'est pas au courant de tout ça, au fond, tout ce qui est terme du thésaurus, tout ce qui est mots construits à partir de ces termes, ça va décrire des sujets. De quoi ça parle ? C'est un petit peu comme les mots-clés
que vous allez trouver au début des articles scientifiques. Ça décrit des grands thèmes, ça décrit des sujets. Quand on arrive aux phrases, ça va décrire des faits, des scènes, des actions, des événements, des cas, des choses comme ça. Et quand on arrive aux superphrases, eh ben, ça décrit des récits, des théories, des explications. Donc on a un niveau de proposition de plus en plus complexe. Donc on pourrait éventuellement organiser les propositions dans ces trois types de choses. Les mots, ce serait plus donc les sujets. Les phrases, ça serait plus les faits, les événements, etc. Et les superphrases, ça serait les récits, les théories, les explications. Bon. Et puis ensuite, un texte, parce que vous pouvez mettre un texte dans un tag, eh bien ce serait une liste de propositions, et ces propositions, elles sont récursivement commentées et précisées elles-mêmes par des textes. D'accord ? Ça, c'est l'hypertexte. Et il n'y a pas de raison de s'en priver, puisque au niveau social, on en est là. D'accord ? L'hypertexte, c'est plus quelque chose de compliqué, je comprends pas, etc. Tout le monde a essayé le web, tout le monde a compris un lien, un hyperlien, etc. Donc, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Et de toute façon, c'est quelque chose, et l'hypertextualité, c'est quelque chose qui est inhérent à la textualité elle-même. Quand vous lisez un livre scientifique, à la fin d'une phrase, vous avez une petite note, et donc vous avez un petit texte qui commente une proposition. D'accord ? Et éventuellement, vous pouvez avoir une référence à la fin de cette proposition qui en réalité est un lien vers un autre texte, etc. Donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce genre de choses. Donc voilà, ce que nous faisons, c'est que nous mettons à la disposition des gens qui veulent faire de la curation collaborative de données des outils, les tags. Bon, déjà, on met à leur disposition un matériau comme le silex, d'accord ? Ça, c'est le silex cristallin, dur, efficace du thésaurus. À partir de ça, les gens peuvent construire absolument les outils qu'ils veulent. Un outil biface, un qui fait analyse et visualisation, l'autre qui fait tagging automatique et traduction, d'accord ? Et les gens collent ces tags sur les données, et là, les données s'auto-organisent, se donnent à lire de manière interopérable à travers les langues, les disciplines, les contextes pratiques, etc., etc. Interopérable, transparente, les algorithmes sont open source, reproductibles, open, gratuit, public. D'accord ? De telle sorte que, par exemple, tout ce qui a été fait par les gens qui travaillent dans les musées ou dans les bibliothèques ou qui travaillent au service de l'organisation des données des musées, des bibliothèques, des archives, tout ce qui a été fait par les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales, tout ce qui a été fait dans les entreprises d'administration pour documenter la connaissance émergente, tout ce qui a été fait par les journalistes, tout ce qui a été fait par les gens qui travaillent dans le domaine de la veille et de l'intelligence, tout ça puisse être récupéré et utilisé les uns par les autres. Alors comment ça se passe concrètement ? D'accord ? Alors là, je voudrais peut-être montrer. Il faut faire comme ça, oui. Voilà. Voilà. Voilà, on a une petite idée. Voilà. C'est bien. Alors maintenant, on va s'intéresser au travail puisque nous, on fait un logiciel, ok ? Alors au fond, c'est une application qui est destinée à instrumenter un processus quasiment industriel. Okay. Alors nous avons d'abord
une sorte d'entonnoir dans lequel on fait rentrer des flux de données en provenance du web. Alors, ça vient de Facebook, ça vient de Twitter, ça vient de Pinterest, ça vient de Wikipédia, ça vient de Google+, ça vient de Evernote, ça vient de WordPress, ça vient de médias, enfin bon, tous les trucs de blog, voilà. Bon, plus éventuellement les données ouvertes en provenance de telle administration, de tel musée, de telle bibliothèque. Tous ceux qui ouvrent leurs données, eh bien, permettent en fait que ces données soient... il n'y a pas le mot en français curaté. Bon, que ces données soient travaillées pour être organisées en collections facilement explorables, lisibles, qu'on peut en tirer de la connaissance en fait. Voilà. Plutôt que ce soit un gros tas de données qu'on ne sait pas quoi faire avec. Bon, donc on rassemble donc l'outil Intellect que nous proposons à tous les gens qui font de la curation de données, c'est de rassembler tous ces flux de données qu'on trouve sur le web et qu'on peut agréger grâce à des API, d'accord, parce qu'il faut que dans ces plateformes où on récupère les données, il y ait des API, d'accord. Là, on le branche avec la nôtre, et hop, ça y est, on fait rentrer ça dans l'entonnoir. Bon. Deuxième étape, puisque nous disposons d'un ensemble de tags, et que ces tags sont des petits robots qui sont capables de taguer automatiquement les données, d'accord. Donc, deuxième étape, tagging automatique. Grâce aux mots-clés, à tous les synonymes, hein, Alice, tu l'as fait, voilà. Évidemment, bon, notre première version est, on va dire, brute de décoffrage, mais bien sûr, il y a plein d'autres... en fait, il y a plein de systèmes open source, y compris le dernier qui a été lancé par Google, etc., qui permettent de faire une analyse automatique de texte, donc de la reconnaissance. Là, au fond, c'est juste de la reconnaissance de séquences de caractères pour le moment, hein. C'est ça, donc c'est pas quand même pas sorcier. Ensuite, une fois que ces flux de données ont été tagués, on peut les filtrer, d'accord ? Donc en extraire un sous-ensemble qui correspond à quelque chose qu'on cherche, d'accord ? Avec une query, donc il y a un search, il y a un système de search qui est basé sur les tags. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Adrien. Et finalement, une fois qu'on a obtenu ce sous-ensemble, qui est une première collection, disons, brute, eh bien, on va commencer à l'éditer. Et ça, c'est le travail de curation proprement dit, disons, enfin de curation au sens manuel du terme. Là, on a tout ce dont j'ai parlé était automatique ou semi-automatique. Bon, il faut quand même mettre la query, décider des différents filtres qu'on veut, etc. Donc, il y a une intervention humaine. Mais là, je parle d'une intervention humaine plus importante qui consiste à ajouter des données, à enlever des données de la collection, à faire du tagging à la main, à ajouter des tags, etc. Donc un travail d'édition, et quand on est content de ce travail d'édition, eh bien, on a une belle collection et on va la publier. D'accord ? Donc on va publier une collection genre musée, ressources de musée, de bibliothèque, etc. Genre une collection qui va être utilisée dans des classes, ou bien comme ressource d'apprentissage, ou bien une collection qui va être comme la publication d'un article dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales, ou bien d'un article dans le domaine des news, ou bien une collection qui va être utile à une équipe de travail qui travaille dans un... Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, le curateur individuel, ou préférablement le groupe de curateurs, va avoir une galerie dans laquelle il va publier ses collections. Alors, ces collections... elles sont non seulement organisées par les tags, mais aussi par des choses qui ne sont pas des tags, mais qui sont des métadonnées absolument essentielles, et qui sont les sources, d'où ça vient, ces données-là, parce que ça, on veut quand même le savoir, et des
des éléments temporels. Donc éventuellement, on pourrait faire une périodicité. Par exemple, tout ce qui a été, tout ce qui est venu de telle source, chaque semaine, tu vois, ou chaque mois, ou chaque année, ou chaque jour, ou chaque voilà. Donc en fait, là, ce sont des séries, c'est des collections qui sont des séries, et elles vont pouvoir être analysées justement en fonction de variations temporelles. D'accord ? Ou bien, si vous faites des collections avec le même thème, la même périodicité, mais avec des sources différentes, ça vous permet de comparer justement les collections qui, toutes choses égales par ailleurs, ont des sources différentes. Vous voyez. Donc là, ça nous donne un instrument d'analyse assez extraordinaire. Et bien sûr, comme c'est un peu comme sur GitHub, si vous voulez, tout le monde peut reprendre les collections de tags, enfin les programmes sémantiques utilisés par d'autres. Tout le monde peut reprendre des collections, tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Bon, éventuellement, il faudra un système d'enregistrement ou d'audit de tout ça pour mesurer la popularité de ces programmes sémantiques, de ces données, de ces collections, de ces auteurs, etc. Enfin, des curateurs, des équipes de curateurs, etc. Et éventuellement, si tout ça est enregistré genre blockchain, on pourra faire une évaluation, enfin, on pourra mesurer la valeur de la curation, la valeur du travail de curation, c'est-à-dire au sens le plus populaire. Voilà. Par exemple, si j'ai fait une collection de tags qui est utilisée et copiée par tout le monde, eh ben, je vais avoir un score, quelque chose comme ça, qui va être mesuré de manière indiscutable. D'accord, c'est pour le côté indiscutable. Mm. Ça, juste avec une plateforme, on peut le faire. Ah, moi, bien sûr, bien sûr. Ça, C'est c'est le pour plus donner facile. genre un truc commun, quoi. Une sorte d'API commune de score. Voilà, quelque chose comme ça. Mm. Enfin, ça, c'est pour le futur. Hein. Je dis pas qu'on va mettre du blockchain maintenant. C'est bon. Si on veut, si on veut mesurer enfin, disons, faire une économie de la créativité dans le domaine de la programmation sémantique, on peut. Voilà. Alors, le résultat, et c'est là-dessus que je vais finir, car comme d'habitude, je ne parle jamais plus d'une heure. Donc vous voyez que ça nous fait enfin, avant d'en venir au résultat, vous voyez, il y a deux grands environnements pour les curateurs. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le studio ou l'atelier, d'accord, où là, il fait son travail un petit peu, comme disent les Américains, messy, d'accord. Alors, bon, le tagging automatique, ça marche pas comme il veut. Il va changer la liste des tags. Le filtrage automatique, bon, avec cette query, ça donne pas exactement ce qu'il veut. Il va essayer une autre query. Il va aller voir Adrien et lui dit non, change-moi le filtre, etc. Ensuite, une fois qu'il va avoir sa collection brute, il va l'éditer à la main. Donc tout ça, c'est l'atelier. C'est ce qui se passe dans l'atelier. On n'a pas besoin de le montrer à tout le monde. D'accord ? C'est du work in progress. Une fois qu'il est content, pof, il publie et là, il prend date. Il dit, moi, à tel jour, telle date, j'ai publié cette collection. D'accord ? Ça peut vouloir dire, j'ai mis en évidence telle tendance. D'accord ? Avant tout le monde, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une publication. Okay. D'accord ? C'est comme irréversible. Voilà. Euh, et ça, c'est un deuxième espace qui est celui de la galerie. Alors là, c'est pas privé, c'est la galerie, c'est public. Et évidemment, tous les membres, tous les utilisateurs d'intellect peuvent voir les galeries de tout le monde. Hein ? Voilà. Et s'en inspirer, et apprendre des choses dedans, etc. Alors, finalement, on arrive à cette image. Alors là, est-ce que tu peux... Voilà, je vais encore demander à Louis. C'est pas sur notre PowerPoint. Voilà. Très bien. On va regarder. Voilà. Donc on arrive à cette image, ici. Vous voyez. Voilà.
dans lequel vous voyez dessiner tout autour des petits nuages qui représentent les plateformes web. D'accord. Tu vois, ça représente des plateformes web. Vous voyez les petits entonnoirs. Donc on prend les données, toutes les ressources web, par les entonnoirs, on les fait rentrer dans Intellect. D'accord. Ensuite, ces ressources sont traitées par nos tags, par nos systèmes de tags, tels qu'ils sont choisis par les curateurs. Et finalement, ça produit, vous voyez ici, vous voyez le traitement là par les tags, et puis ensuite là vous avez des collections dans les galeries. Okay. Et ces collections sont communes. Donc vous voyez qu'il s'agit finalement d'une plateforme de plus, qui est un cloud, comme... Ah, pardon. Il s'agit d'une plateforme, oui, merci beaucoup. Il s'agit d'une plateforme de plus, mais elle est ouverte, elle fait du calcul sémantique, c'est-à-dire tagging automatique, traduction automatique. Bon, traduction automatique, c'est pour la version suivante, hein, on n'est pas encore là. Mais enfin, en principe, on doit pouvoir y arriver. Analyse automatique, analyse sémantique automatique et visualisation automatique. Et tout ça interopérable, quelles que soient les langues, les disciplines, les cultures, les contextes, etc. Et c'est crowdsourced, c'est-à-dire cet ensemble, cette bibliothèque de tags ou de programmes sémantiques, il est fabriqué par les gens. Et donc c'est l'intelligence collective à l'œuvre. Finalement, c'est pas aussi facile de créer des tags que d'écrire une phrase en langue naturelle. C'est plus difficile, d'accord ? Mais c'est moins difficile que de faire un programme en Python ou en C. D'accord ? C'est-à-dire qu'il suffit de comprendre comment fonctionne une langue, genre sujet, verbe, complément, etc., pour écrire un tag. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens, évidemment ça demande un petit apprentissage, je suis désolé, mais une fois ce petit apprentissage fait, il y a beaucoup de gens qui pourront fabriquer des tags, d'accord, et s'inspirer mutuellement, etc. Donc, ce qu'on obtient en fin de compte, c'est une nouvelle forme d'espace public, d'accord, dans lequel ce qu'on publie, ce sont des collections de données, des collections de ressources, et la manière dont ces ressources sont catégorisées, organisées, visualisées, analysées, etc., est absolument transparente, puisque c'est la même pour tout le monde, les algorithmes sont ouverts, c'est scientifiquement reproductible, etc., etc., et ça peut supporter une collaboration, une série d'occasions et d'opportunités de travailler en intelligence collective entre des secteurs de la société qui habituellement ne le font pas. D'accord ? Genre éducation, héritage, knowledge management dans les entreprises, journalisme, open source intelligence, etc. Alors évidemment, après, on peut ajouter bien d'autres domaines. Bon, par exemple, je ne sais pas moi, la santé publique, les villes, les smart cities, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais là, je me contente de prendre des exemples, de telle sorte qu'on puisse avancer vers des pratiques d'intelligence collective beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus réflexives. Voilà. Alors maintenant, derrière tout ça, on peut aussi imaginer tout un programme de recherche en sciences cognitives qui fasse intervenir les collectivités et pas seulement ce qui se passe dans le cerveau d'un individu. D'accord ? Mais je m'arrête là et je vous laisse rêver.
La question. Parfait. Est-ce que on va dire, est-ce que c'est un live stream ça? Enfin, ça veut dire genre, il a configuré, par exemple, quand l'utilisateur configure ça, et ça, et ça prend, on va dire, c'est branché sur, on va dire, un des flux de données constant, Oui. et ça remplit ses collections, alors sans qu'il y touche particulièrement. Alors, oui, mais Parce que ça a pour... l'air assez automatique, ça, en fait. Oui, 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 mais alors, il faut d'abord... Enfin, c'est automatique une fois que tu l'as fait à la main, disons. Parce que, c'est-à-dire... Ouais, non, c'est un truc qui se fait à la main, quoi. C'est plutôt une progression. Oui, c'est une progression. C'est pour ça que j'appelle ça le studio ou l'atelier plutôt que l'usine, vraiment. Parce que, bon, tu utilises successivement une série d'outils, et puis surtout, à la fin, avant de publier, il y a quand même un beau travail d'editing à la main, quand même. Oui, d'accord, ok. D'accord? Par contre, tu peux publier une collection qui est, on va dire, une série, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien mis au point ton ensemble de sources, ton ensemble de tags, ta périodicité, enfin, tu as fait un certain nombre de réglages, tu peux dire, bon, bah maintenant, tu vas me publier ça, par exemple, toutes les semaines, ou, enfin, tu vois. Ok. Voilà. Mais bon, faut faire attention, parce qu'il y a des sources qui s'éteignent, il y a des nouvelles pertinentes qui arrivent, etc. C'est-à-dire que tu peux faire ça pour, je sais pas, ça dépend du sujet, hein. S'il s'agit de, bon, d'un, je sais pas, d'un cours d'histoire de l'Antiquité, ça va peut-être pas évoluer très vite. Mais si ça, voilà, mais s'il s'agit de quelque chose fait par un journaliste, moi je recommanderais de faire des séries qui s'arrêtent au bout de 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Et puis après de les refaire, changer les sources, changer peut-être les tags, parce que les choses évoluent très vite. Donc ça c'est une question d'appréciation après. D'accord. Pas de questions? Tu lèves le doigt pour dire que t'as pas de questions? Allez, Zach, vas-y, à toi. Bon, alors, mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez compris ce qu'on fait? Hmm. Bah là, il y en a plus, ouais, quand même. Ok? Parce que c'est ça, c'est à ça. Voilà. C'est à ça qu'on va parvenir. D'accord? Hmm. Donc, une nouvelle forme d'espace public. C'est ça le but.